Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information d'ici et d'ailleurs. Le guide spirituel des Ansar et non moins président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Sikasso le week-end dernier. L'objectif de cette visite dans la 3e région visait à accompagner les pèlerins de l'agence Cherif La Voyage après leur séjour à la Mecque. Nos envoyés spéciaux Amadou Diallo, Loutou Siribé, Ibrahim Koulibaly, un commentaire signé Moussa Fomba. Cette cérémonie qui marque le retour des pèlerins sikassois de l'agence de voyage Cherifla dans leurs familles respectives a réuni toutes les sensibilités de la ville. Occasion pour le représentant du maire de souhaiter la bienvenue au guide et à sa délégation dans la 3e région. En tout cas, aujourd'hui, quand nous sommes rentrés à Bamako, on a donné les bagages aux pèlerins. Comme Chérif, chaque fois quand on vient de là-bas, il dit que comme on a déjà duré, il ne faut pas qu'on prenne le temps avec les pèlerins. Donc directement il donne la route à tous les pèlerins pour rentrer à la maison. C'est ça, hier nous sommes quittés à Bamako pour venir à Sikasso. Comme il y avait la pluie de Sikasso jusqu'à Bamako. À travers cette retrouvaille cordiale, les Ansars de la localité ont tenu à témoigner de leur reconnaissance aux guides pour les avoir guidés sur le chemin de la béatitude. Arrivé à Bougouni, on nous a accueillis là-bas, on a mangé et puis on a prié Zohor. Et puis on a commencé en tout cas de venir à Sikasso. Des Bougouni jusqu'à Sikasso, il n'y a pas aucune ville. Même ces 2 personnes, on a vu qu'ils sont rentrés pour accueillir Chérif. En tout cas de dire qu'il faut prier pour nous. Nous sommes venus aujourd'hui rentrer à Sikasso. Hier, comme il y avait la pluie, on a libéré tous les pèlerins, ils sont rentrés chez eux. On a donné à 16 h d'aujourd'hui, tout le monde n'a qu'à se réunir là pour cérémonie maintenant de bénédiction. Les pèlerins de cette année, en prenant la parole, ont surtout mis l'accent sur le courage des guides de l'agence au cours des différentes étapes du Hajj. Cette tradition observée par le guide spirituel des Ansar et non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali d'accompagner les pèlerins, notamment ceux de Sikasso, ainsi que des efforts qu'il consent ont été salués par les associations islamiques ayant pris part à la rencontre. Il s'agit du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et la Ligue islamique des élèves et étudiants de la région. Après avoir remercié le public qui a effectué le déplacement, les mots de Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara ont porté sur la pratique d'un islam authentique pour un éveil de conscience au sein de notre jeunesse. Rappelons que durant le trajet Bamako-Sikasso, le guide et sa délégation ont fait escale dans plusieurs localités sous une fine pluie, notamment Bougouni, Koualé, Koumantou, Niena et Fanterela pour des salutations fraternelles. La Fédération des sections RPM du district de Bamako a tenu sa première conférence le week-end dernier au Centre international de conférences de Bamako. Plusieurs militants et cadres du Rassemblement pour le Mali ont pris part à cette conférence d'information et de sensibilisation sur la destinée et les défis majeurs de la nation malienne. C'est un reportage de Khadija Mbaye, Ibrahim Koulibaly, commenté par Al-Hamidou Badini. L'accord politique de gouvernance, le dialogue politique et inclusif, tels sont les 2 thèmes centraux de cette première conférence de la Fédération RPM du district de Bamako, réunissant toutes les sections du parti au pouvoir à Bamako. Face à la crise multidimensionnelle que traverse le pays, cette conférence vise à informer et sensibiliser les militants et par ricochet les populations sur la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Le président, dans cette situation, a pris des initiatives salutaires, notamment la signature d'un accord de gouvernance dans lequel accord il y a le dialogue politique inclusif. Il a souhaité que tous les Maliens se retrouvent de tous les bords, qu'ils puissent étaler leurs problèmes, discuter ensemble, faire l'inventaire de toutes les difficultés, proposer des solutions communes et faire un plan d'action pour les résoudre. C'est dans ce contexte que le rôle des partis politiques, c'est d'informer et de sensibiliser la population. Et le RPM étant le parti leader, en tout cas sur l'échiquier national, nous avons décidé de convier nos militants pour les informer de cette décision, les sensibiliser afin qu'ils soient le relais
des politiques auprès des populations. Convaincu que ce cadre de sensibilisation et d'information vient à point nommé, l'occasion était propice pour les leaders du RPM d'inviter les fils et filles du pays à l'union sacrée pour sortir le pays de l'ornière. Moi, je pense que le peuple malien doit prendre conscience de la situation que traverse notre pays. Chacun d'entre nous est responsable de tout ce qui peut résoudre nos problèmes. Chacun de nous est comptable de la vie de notre nation. J'appelle tous les Maliens à être unis pour sauver le Mali. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut. Pour les responsables du parti RPM, ce cadre d'échange revêt une importance capitale et a lieu à un moment décisif dans la vie de la nation malienne. Cette conférence d'aujourd'hui répond à beaucoup de choses, des préoccupations non seulement politiques sur le plan national, mais aussi des préoccupations politiques de notre propre parti, le RPM, par rapport au Congrès par exemple. Donc ils vont devoir plancher sur tous ces sujets et puis sur tout ce que le peuple attend. Je vais parler des réformes institutionnelles qui sont en cours. Tous ces thèmes-là seront abordés ici aujourd'hui. Rappelons que cette première conférence s'inscrit aussi en prélude au congrès national du parti prévu en fin d'année. Nous restons dans les mêmes registres de politique. Dans le but de consolider la paix dans notre pays, le parti ASMA-CFP a organisé une journée de réflexion sur le dialogue politique inclusif au cours de laquelle 3 thèmes ont été développés. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, notamment les responsables du parti. C'était le week-end dernier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Un reportage de Mamadou Ben Chirifou Soumanou. Cette journée de réflexion organisée par le parti ASMA-CFP portait sur 3 thèmes, à savoir les réformes politiques et institutionnelles, la régionalisation et gouvernance territoriale, enjeux géopolitiques et la crise au Sahel et en Afrique. Ces différentes thématiques ont été développées par des experts à la matière. L'objectif pour nous était de donner des clés de lecture et donc de compréhension à nos militants, mais aussi à d'autres citoyens qui ne sont pas de notre parti, des clés de lecture pour les préparer au dialogue politique à venir. Et nous avons pensé que les thématiques que nous avons retenues vont beaucoup structurer la réflexion qui sera en cours pendant ce dialogue, et dont l'objectif final, quel que soit les formats, le déroulement, c'est de surmonter le déficit de consensus et de confiance qu'il y a entre nous, dans notre pays, sur les grandes questions essentielles. Et donc, il nous a paru important de rassembler nos cadres, nos militants, nos sympathisants et tout, et d'autres citoyens, pour les imprégner de ces problématiques-là, les préparer à prendre part au dialogue au niveau où il sera organisé, afin qu'il y ait une réflexion sereine et constructive, parce que nous jetons aussi par là, nous devrons jeter aussi à travers le dialogue les bases d'une entente plus solide, et les bases d'une vision commune de notre destin national, et puis pour que nous puissions nous entendre sur les solutions à mettre en œuvre pour surmonter les différents défis. Au dire des responsables du parti, une paix durable et définitive passe nécessairement par le dialogue inclusif entre les filles et les fils du pays, d'où la tenue de cette assise. Les 3 thématiques, parce que d'abord il nous a semblé utile de faire le point sur les réformes, ou les tentatives de réforme, ou la nécessité des réformes, parce que depuis 1996, il y a eu différentes tentatives de réformes politiques et institutionnelles. Il y a des éléments permanents, il y a des éléments plus conjoncturels. Donc il était bon de faire le point de cela. Même par rapport au Sénat, le conférencier a bien démontré qu'en réalité, depuis 2011, on avait retenu l'idée de mettre en place un Parlement avec 2 chambres, par exemple. Et puis bon, il y a différentes problématiques dont il faut discuter, les élections, les mandats, les institutions, la relation entre les institutions, les nouveaux droits, en particulier les droits des citoyens, les droits liés au genre, par exemple, et les droits environnementaux, et ainsi de suite.
Deuxième chose, nous avons fait traiter le thème sur la régionalisation et la gouvernance territoriale. Aujourd'hui, il y a un consensus sur la nécessité de territorialiser davantage nos politiques pour rendre leur application plus proche des populations. Et en filigrane, c'était aussi pour aborder la question de l'impact politico-institutionnel de la mise en œuvre de l'accord sur notre architecture institutionnelle et sécuritaire. Donc là aussi, c'est un thème qui nous a paru important parce que l'État, en essayant de réformer, de décentraliser, est normalement animé du souci de donner du pouvoir pour garder le pouvoir. Rappelons que les leaders de l'Alliance pour la solidarité au Mali convergent des forces patriotiques ont confirmé leur participation au dialogue politique inclusif initié par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SINABEF a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi dernier dans la salle de conférence de Kafo-Djiguiné à Amdalé AC 2000. Un seul point était à l'ordre du jour, l'élection du secrétaire général de la section des finances de la section des systèmes financiers décentralisés SEC-FFD. Marietou Diallo et Draman Malé pour le reportage. Les SFD, entendus par là les systèmes financiers décentralisés, est la toute première section parmi tant d'autres dans les jours à venir qui composera le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SINABEF. L'activité d'aujourd'hui porte sur la mise en place des sections de commerce, des sections de microfinance que nous appelons établissements financiers décentralisés. C'est cette section qu'on est venu mettre en place aujourd'hui. Et c'est une résolution du Congrès du SINABEF qui a demandé à ce qu'on mette en place les sections. Vous savez, le syndicalisme, c'est une hiérarchisation, c'est une sorte de pyramide. Et au sommet de la pyramide se trouvent les centrales syndicales, la centrale UNTM. Et après, la centrale UNTM est composée des syndicats nationaux et des unions régionales. Après les syndicats nationaux, il y a les sections. Après les sections, il y a les comités de base. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de mettre en place toutes les sections qui sont au nombre de 4, la section des banques, la section des assurances et la section des microfinances. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour mettre en place la section des microfinances. Les travailleurs du monde, unissez-vous. Les travailleurs du monde, les ouvriers du monde, unissez-vous. À défaut que tous les travailleurs du monde s'unissent, que les travailleurs du Mali s'unissent, qu'on se retrouve et qu'on travaille ensemble. C'est ensemble que nous sommes forts. Le SINABEF, ses portes sont ouvertes. Ses portes sont ouvertes à toutes les banques, à toutes les assurances, à tous les établissements financiers décentralisés et à tous les commerces. Quand je parle de commerce, nous parlons de Ibifarm, nous parlons de Laborex, nous parlons de PMI Mali, nous parlons de Total, nous parlons de Shell, nous parlons de Orix, nous parlons de tous les établissements de commerce. Nos portes sont ouvertes pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main. Aujourd'hui, le travail a avancé. Le SINABEF n'est plus un syndicat à présenter sur l'échiquier national. Nous travaillons, nous sommes des syndicalistes, pas des bras cassés, des syndicalistes responsables et nous voulons qu'ensemble nous puissions nous donner la main pour que le monde du travail puisse émerger, pour protéger nos entreprises, pour protéger nos établissements, pour protéger nos clients. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. C'est Kafo-Djiguiné qui a abrité les travaux de cette Assemblée générale ordinaire qui a enregistré la présence des délégués syndicaux et de la centrale syndicale, l'UNTM. Après la mise en place des comités syndicaux dans les différentes structures, de mettre en place aujourd'hui la section des SFD. C'est une étape très très importante dans l'évolution du secteur de la microfinance. Comme vous le savez, le secteur de la microfinance, contrairement à beaucoup qui le pensent, occupe aujourd'hui une place de choix dans l'économie malienne. C'est plus de 100 milliards de prêts octroyés, c'est plus de 70 milliards d'épargne collectée. C'est le fait de travailler sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les zones où c'est impossible. C'est aussi des centaines d'employés. Pour dire que ce secteur aujourd'hui est un secteur très très important et que les agents qui travaillent dans ce secteur doivent se préoccuper de la vie de ce secteur et la mise en place d'un syndicat
dans ce secteur est un événement très important. Et sur ce, je déclare ouvert le premier congrès, sinon le congrès constitutif de la section des SFD du Sinaver. Clôture des travaux du 3e congrès de l'association de la bienfaisance et la droiture en islam au Mali, Abidim. C'était ce dimanche 25 août au centre islamique de Bamako. Durant 2 jours, les congressistes se sont penchés sur la modification du statut règlement de l'association ainsi que la mise en place du nouveau bureau. Nous retrouvons Maritou Diallo et Seydou Niari. Ce 3e congrès de l'association de la bienfaisance et la droiture en islam au Mali aura permis de réviser les textes de l'association et élire le président Cheikh Amadou Kane pour un 2e mandat de 7 ans. Depuis hier, j'étais là au 3e congrès de l'Abidim du 24 au 25 août 2019 au centre islamique d'Amdalaï de Bamako. Bon, par rapport à ça, il y avait 150 délégués venus de l'intérieur du Mali et 50 délégués de Bamako et 50 personnes pour l'organisation et les 39 membres du bureau exécutif national. Bon, les résolutions du congrès, on a remanié un peu seulement le statut et le règlement. Bon, il y avait création de 2 postes, celui de l'enseignement supérieur et de l'enseignement intérieur. Bon, parce qu'ici au Mali, il y avait des écoles coraniques, on a créé un poste pour s'occuper des écoles coraniques. Ça c'est un. De 2 aussi, le congrès se tiendra chaque 5 ans. Maintenant, cette année, on a changé un peu. Maintenant, c'est chaque 7 ans. Aujourd'hui, c'est jusqu'en 2025 qu'on va tenir le 4e congrès de l'Abidim. Nous, on existe depuis le 19 août 2010. Depuis le 19 août 2010, c'est le 3e congrès. Bon, l'association existe de Kaï jusqu'à Médaka. On a plus de 463 bureaux à travers au Mali. Bon, notre but même, c'est basé sur une alphabétisation, en même temps aussi la formation, aide aux enfants orphelins, pour faire des puits, construire les mosquées et les madrasas. On a réélu l'ancien président, Cheikh Amadou Kane. Lui, il a été réélu pour 7 ans encore. L'Abidim a été créé en 2002 et a pour objectif de lutter contre l'analphabétisme, l'ignorance et les pratiques contraires à l'islam. Elle œuvre pour l'unité et la solidarité entre les musulmans. Voilà, à présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale, commenté par Moussa Fomba. En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a finalement dévoilé cette nuit la composition de son gouvernement vers 5 h du matin, heure de Kinshasa, 3 mois après sa nomination et 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Comme attendu, le FCC de Joseph Kabila conserve la moitié des postes, même s'ils ont le plus souvent été attribués à des figures relativement nouvelles à ce niveau de responsabilité. La coalition Cap pour le changement de Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila avait décidé de se partager les postes régaliens. L'ex-président Kabila conserve la main sur la justice ainsi que la défense. Comme prévu, la plateforme Cash du président Tshisekedi met de son côté la main sur l'intérieur ainsi que les affaires étrangères. Face à ce qu'Emmanuel Macron appelle l'extension de la menace terroriste au Sahel, Paris et Berlin ont annoncé un soutien plus important au G5 Sahel. Mais ils ont également appelé à un nouveau partenariat élargi aux pays voisins de la région. La France et l'Allemagne souhaitent associer les pays du Golfe de Guinée, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana, aux efforts du G5 Sahel. Cette main tendue aux pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest est une nouveauté. Mais pour faire quoi exactement? Cela n'est pas encore clair. En principe, cela sera décidé lors d'une rencontre franco-allemande avant la fin de l'année. Un sommet de la CEDEAO qui doit avoir lieu à la mi-septembre à Ouagadougou doit lui se pencher sur la création d'une large coalition militaire englobant les États du G5 Sahel et quelques-uns de leurs voisins. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a déjà plaidé pour une synergie entre G5 Sahel, CEDEAO et Afrique centrale, évoquant même la participation du Cameroun. Après 18 mois de débat, les plaidoiries de la défense se sont achevées vendredi dernier au procès des push manqué de septembre 2015. Le tribunal va formuler lundi 26 août les questions à partir desquelles les juges vont répondre si tel accusé est coupable de telle charge et s'il y a des circonstances atténuantes ou aggravantes. Mais Guy RVK, l'un des avocats des victimes, se félicite de la tenue même du procès. Pour le dernier jour des plaidoiries, Maître Zaliatou Aouba, l'un des avocats de la défense, a martelé encore une fois
fois que le parquet n'a pas été capable de présenter un dossier cohérent. Elle a souligné l'absence d'une expertise balistique pour déterminer l'origine des balles qui ont tué ou blessé des victimes. L'ex-président Omar El-Béchir comparaissait samedi 24 août pour la deuxième fois devant la justice. Celui qui a été déposé par l'armée en avril dernier fait face à des accusations de corruption. C'est vêtu d'une robe blanche traditionnelle et enfermé dans une cage en métal qu'Omar El-Béchir a comparu pour la deuxième fois. Il ne s'est pas exprimé toute l'audience. Le juge a entendu 3 témoins, dont 2 enquêteurs qui ont perquisitionné la résidence de l'ancien leader où ont été retrouvées d'importantes sommes d'argent. Omar El-Béchir comparait pour possession de devises étrangères, corruption et trafic d'influence. Selon un enquêteur, il a d'ailleurs reconnu avoir reçu près de 80 millions d'euros en espèces de l'Arabie Saoudite. À l'issue de l'audience, la défense a demandé sa libération sous caution. Le juge a indiqué qu'il l'examinerait et a fixé la prochaine audience au 31 août. Le parti de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle en Tunisie, arrêté pour blanchiment d'argent, a accusé samedi le premier ministre Youssef Chahed de chercher à barrer la route à ce rival potentiel, faisant grimper la tension à 3 semaines d'un scrutin indécis. Nous adressons une accusation directe envers Youssef Chahed et son gang d'avoir orchestré cette arrestation, a déclaré lors d'une conférence de presse Iyad El-Loumi, un dirigeant du bureau politique de Kalb Tounes. Dénonçant des pratiques dégradantes et dictatoriales, ce responsable a ironisé en remerciant M. Chahed pour cette publicité gratuite qui ne va que dans l'intérêt de Nabil Karoui. M. El-Loumi a assuré que la campagne électorale aura lieu en présence ou en l'absence de Nabil Karoui, qui va remporter la présidentielle dès le premier tour. Dans un communiqué, l'association des juges tunisiens a appelé le procureur général de la Cour d'appel de Tunis à fournir des explications à l'opinion publique sur les procédures de cette affaire et les derniers développements. En prélude de l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football, prévue pour le 29 prochain au Centre international de conférences de Bamako, notre équipe de reporters conduite par Issouf Koulibaly s'est entretenue avec le candidat Mamoudou Touré dit Bavi. Pour plus de détails, je vous propose de l'écouter. Si Dieu nous donnait la chance d'être élus le jeudi 29 août, les premières semaines qui vont suivre, nous allons très rapidement désigner un modérateur qui va prendre en charge cette question de réconciliation avec nous-mêmes et nous allons démarcher tous les acteurs du football, tous sans exception, et pour leur dire, notre famille c'est ici, venez qu'on travaille ensemble, comme on le dit en Bambara, Boulongon Klentisega Beleta, Okma Bekanani Boulongonin Doye, Anga Franyoronkan. Essayons de se mettre ensemble pour qu'on puisse relever ce défi. Le deuxième pan de notre programme, c'est la réorganisation de l'administration de la fédération. Nous voulons, dans notre programme, mettre l'accent sur ce volet pour que de Kaï à Kidal, tant au niveau des ligues qu'au niveau des secrétariats des clubs, qui est un mécanisme de connexion permettant aux acteurs de gérer l'essentiel et que le comité exécutif ne soit là que pour une question simplement de coordination. Et notre troisième axe de développement pour le football, c'est la réorganisation de nos compétitions. La réorganisation de nos compétitions, c'est déjà amené à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, créer une ligue professionnelle pour que nos clubs puissent correspondre à cette exigence de la CAF et de la FIFA. En plus, l'accent est mis dans notre programme sur le football féminin. Le football féminin aujourd'hui est une exigence de la FIFA. Nos filles et nos seniors soient en compétition chaque fois que la saison est ouverte. Aucune ligue de l'indépendance à nos jours n'a un siège propre à lui. Nos ligues régionales sont soit dans les stades, dans un bureau au niveau des stades. Nous disons vraiment l'ambition que nous avons pour ce football,
l'ambition que nous avons pour le devenir de ce pays nous recommande vraiment de rebâtir. Et pour rebâtir, il faut aller avec des choses essentielles mais simples. Nous avons dit que nous allons construire un siège à chaque ligue régionale avec toutes les commodités nécessaires, aussi avec les outils informatiques. Un de vos prédécesseurs m'avait posé la question, au Mali, on aime avancer de grandes choses, mais très peu de visibilité. Nous disons que nous avons la chance quand même que ceux qui ont été chargés à un certain niveau de responsabilité pour même appuyer l'État malien sont avec nous. Et au niveau de notre organisation pour la conquête de la fédération. Ceci, c'est des grands experts qui m'ont déjà remis des projets sur lesquels ils peuvent nous chercher des financements par rapport à tout ça. Dans le même ordre d'idées, le candidat Salah Babi, en course pour la présidence de la FEMAFOOT, a également exposé son projet de développement. Il est au micro de nos reporters Issouf Koulibaly et Seydou Niari. Mon programme de développement du football malien est l'incarnation en fait, d'une réelle volonté de changement pour le meilleur devenir du football malien. Et notre programme, mes colissiers et moi, se résume sur 8 axes. Et qui est l'harmonisation des textes qui régissent le football malien, qui est la réorganisation des associations et clubs membres de la Fédération malienne de football. Il y a aussi la mise en place d'une politique en fait, de développement au niveau de la direction technique, dans le cadre de la formation, et sur un plan décentralisé au niveau des ligues. Il y a aussi la mise en place de la ligue professionnelle, qui est une obligation pour nous et qui s'impose. Il y a aussi la recherche du financement adéquat pour notre football. Il y a aussi la multiplication des infrastructures dont le pays a besoin pour un meilleur développement du football dans notre pays. Il y a aussi l'optimisation de la gestion des équipes nationales et qu'on se clôture avec une finalité qui est la restauration d'un climat amical et fraternel dans le milieu du football. Vraiment, voilà les différents points que nous avons pour le peuple malien avec notre programme pour le développement meilleur de notre football sur l'étendue du territoire. L'appel, c'est de croire à ce que nous avons. L'appel, c'est l'apaisement des cœurs et des esprits. C'est l'unité dans le monde du football. Voilà, en fait, les mots qui peuvent nous amener à atteindre nos objectifs, qui est la CAN, des trophées brillants que tout le pays cherche actuellement dans le monde entier et en Afrique. Ça, ce trophée continental est l'objectif de toutes les équipes nationales et qui ne peut se faire que dans la paix, la cohésion et l'entente. Voilà, la paix et la cohésion, le Mali en a fortement besoin. C'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne soirée, bonsoir.